Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 8 de la saison 10 de The Walking Dead, c'est-à-dire le mid-season finale. Alors, je crois que vous attendez un petit peu à mon avis suite à la vidéo réaction. Alors, est-ce que c'était déjà un bon épisode? J'ai envie de dire c'était un épisode moyen, c'était un épisode correct. Tout simplement, pour moi, il y a une espèce de checklist de choses dont il fallait parler dans cet épisode, parce qu'effectivement, l'épisode dernier, même si, voilà, on va reparler, du coup, il y a des trucs qui, du coup, me posent problème par rapport à l'épisode d'avant, mais bon, bref. L'épisode d'avant était structuré, la structure narrative était quand même très intéressante, les twists et tout étaient intéressants. Là, dans cet épisode, on était juste sur, il faut parler de ça, et du coup, on met ça. Voilà, c'est une espèce de patchwork avec, enfin, patchwork, pas dans le sens, c'est brouillon, dans le sens où, il y a tout un tas d'idées qui devaient être là, et donc, qui sont là, donc voilà. Donc, il fallait justifier tout ce qui était lié à Dante, pourquoi Lydia ne le connaît pas, etc. Il fallait clore totalement le problème Dante, c'est-à-dire le tuer. Et il fallait trouver un personnage un personnage inattendu pour le tuer, pour que ça ait un réel impact. C'est la chose que j'ai trouvé la plus intéressante dans cet épisode, c'est le fait que ce soit Gabriel qui ait été choisi pour le tuer, ce qui pose pas mal de questions, et en même temps, voilà, c'était vraiment peut-être le personnage le plus inattendu pour faire ça, donc bon choix, et en même temps, est-ce qu'il y avait d'autres choix, je suis pas trop sûre. On règle le problème Dante, on introduit un nouveau personnage qui est Virgile, qui permet de justifier le fait que Michonne va s'en aller, donc ça, il fallait le faire avant mid-season. Et autre chose, il fallait vraiment déclarer la guerre par rapport aux chuchoteurs, il fallait maintenant que ce soit officiel, et donc ça aussi c'est fait. Est-ce que c'est de la bonne façon ou pas? On verra ça plus tard. Ça fait partie des épisodes, je trouve, un peu mou de cette première partie de saison, et Dieu sait qu'il y en a eu quand même pas mal, qui étaient pas passionnants, des masses et tout ça, voilà. Autant il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre dans chaque épisode, autant si on prend dans la globalité certains épisodes en entier, c'est pas forcément ce qu'on attend. Et là, pour le coup, c'est pas l'épisode que j'attendais. J'imaginais, comme je vous disais en début de réaction, quelque chose de plus pétant, quoi. On est au mid-season. Je veux bien qu'ils essaient de casser un peu le mythe du mid-season, mais le truc, c'est qu'il faut quand même que ça soit... voilà, qu'on nous tienne en haleine pour la prochaine partie de saison. Alors, effectivement, le trailer de la prochaine partie de saison est très intéressant et m'hype beaucoup, mais quand je vois les interviews et justement par rapport à ce qui va se passer dans le prochain épisode, quand j'entends que l'épisode va être quasiment consacré entièrement à Daryl, etc., qui sont dans la grotte, j'ai envie de dire, il y a intérêt d'avoir des morts parce que sinon le retour il va être très compliqué. Donc là, en termes en plus de notes, d'audience et tout, ça se passe pas très bien pour cet épisode, et à raison et juste titre, effectivement. Donc, épisode, voilà, correct, il fait le taf, mais en même temps, il n'y a pas de sensation incroyable, quoi. Il n'y a pas vraiment trop d'émotions à part le passage Gabriel Dante, comme je disais, mais il n'y a pas de moment de génie, il n'y a pas de waouh, ça manquait cruellement de ça, et c'est vrai que passer après l'épisode d'avant, c'est quand même difficile. Donc, déjà de base, c'est un épisode qui est correct, voilà, qui est pas incroyable, il y a des choses intéressantes, notamment parce qu'on va parler de Michonne, etc. Voilà, il y a des choses à retenir. En soi, c'est pas un épisode qui va nous marquer, et en plus de ça, est-ce que c'est un bon mid-season? Bah non, c'est pas un bon mid-season. Le cliffhanger, c'en est pas un. Enfin, je vois pas en quoi c'en est un, vraiment. C'est comment ils vont se sortir de la grotte, d'accord? En vrai, franchement, je crois que je m'en fous. Je sais à peu près qui va mourir ou non s'il y a des morts. Peut-être qu'il y aura même pas de morts, mais alors là, s'il y a pas de morts, c'est vraiment un scandale. Les morts, on voit très bien qui c'est. Il y a pas 30 000 possibilités en plus. Enfin, je veux dire, vous avez casé des personnages, on sait même pas pourquoi ils sont là. Genre, Kelly, elle a déjà du mal avec son audition et tout, donc pourquoi vous la mettez là? Voilà, ça a pas de sens, donc forcément, elle va crever. Et puis Jerry, ça fait 1000 ans qu'on le voit pas. Voilà, il va crever. Comme ça, déjà, c'est fait. Est-ce qu'il y a du suspense? Je sais pas. Magna va pas mourir, Carol va pas mourir, Daryl va pas mourir. Il y a pas de suspense, très clairement. Donc je sais pas où est le suspense, je l'ai pas trouvé, dites-moi où il est, je l'ai pas vu. Donc c'était un épisode moyen, et en plus, parce que ce qui rend en plus l'épisode moyen, c'est des trucs qui sont réalisés qui sont totalement ridicules, et on va en parler vers la fin de la review. Il y a un truc qui j'ai trouvé nul, voilà, très clairement. Mais voilà, donc on va décortiquer chaque point un par un, et donc on va commencer par toute cette affaire Dante. La question qu'on se posait donc à la fin de l'épisode dernier, c'est est-ce qu'on allait pouvoir justifier ça de façon crédible ou non, le fait que Dante, Lydia ne le connaisse pas, le fait que Dante soit du côté des chuchoteurs, etc. Est-ce qu'il y avait des remords ou pas? Est-ce que finalement c'était crédible? Est-ce que je trouve ça pertinent? Ils ont répondu aux questions. On va pas dire qu'ils ont pas répondu aux questions. Enfin, on a quand même, en termes de timeline, un petit doute par rapport à, effectivement, à quel moment il est arrivé. Il est arrivé après que Lydia soit partie, il est arrivé chez les chuchoteurs, mais à peine il est arrivé chez les chuchoteurs, direct elle le met à l'épreuve, enfin elle lui fait faire tout un tas de trucs alors que c'est même pas un homme de confiance. Direct, hop, on lui met une mission de ouf. Je vous avoue que j'ai un petit peu de doute par rapport à ça. Je veux dire, normalement, le chuchoteur il fait ses preuves, etc. On lui confie pas une grosse mission de ouf comme être espion alors que le mec il vient d'arriver, quoi. Enfin, je veux dire...
Bon, voilà, bref. Le truc de Lydia, etc., oui, la seule explication possible, c'était qu'effectivement, elle ne l'ait pas rencontré puisqu'il est arrivé après qu'elle ait rejoint les communautés, etc. Donc d'accord, facile. Comment on peut expliquer qu'il ait rejoint les communautés, etc., qu'on ne lui pose pas de questions? Il fait semblant d'être un survivant, voilà, qui est la proie de rôdeurs, etc. En soi, est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Pas forcément, parce que de toute façon, ça avait déjà été expliqué, donc est-ce que c'est une surprise? Pas très tellement. Est-ce que ça aurait pu être fait de manière plus intéressante? Complètement. Là, pour le coup, bon, le truc de Lydia et tout, c'était difficile de justifier autrement. Autant le truc du survivant et tout, se pose toujours la question, comment vous avez fait pour pas vous méfier plus que ça? Je veux dire, il y avait déjà les chuchoteurs, il y avait déjà justement le truc de l'épisode 15 de la saison 9 qui était déjà passé, donc les têtes coupées, etc. Il y avait quelqu'un, c'est-à-dire Alpha, qui s'est infiltré parmi les gens, qui a réussi à se faire passer pour d'autres personnes, et vous faites pas plus de checking que ça, en fait. Enfin, je veux dire, le mec, il a rejoint un groupe, en plus, il était tout seul, il a rejoint un groupe juste avant d'arriver aux communautés, et vous posez pas plus de questions que ça, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il même pas il est arrivé avec plusieurs personnes, c'est qu'il est arrivé tout seul rejoindre un groupe qui lui était déjà formé pour après rentrer dans les communautés. Et ça, quand vous faites l'interrogatoire, enfin, je sais pas. Donc effectivement, c'est pour ça aussi qu'on revoit Gabriel en train de revoir les questions et tout ça, parce que, quand il interroge quand Dante est arrivé, parce qu'il est en train de se dire où est-ce que j'ai merdé, en fait, où est-ce que j'ai pas vu que le mec c'était un pur comédien de ouf qui était trop chaud, quoi. Il se pose la question. Mais du coup, oui, le truc de rejoindre des survivants et tout, d'arriver, j'ai trouvé ça facile. C'est facile, en fait, c'est vraiment trop facile. J'aurais imaginé peut-être quelque chose de bien plus compliqué. Le problème étant que, en ayant trop traîné tout ça, on pouvait pas faire un espèce d'épisode Dante. J'aurais pas forcément voulu d'un épisode Dante avec un flashback et tout. Peut-être un épisode avec des parties de flashback, effectivement, beaucoup plus années plus que ça. Il y a 2 minutes de flashback au début de l'épisode, histoire de dès le début de l'épisode, hop, on justifie, c'est parti, on parle d'autre chose. Voilà, c'est comme ça, c'est réglé. Voilà, on met la corbeille à papier, c'est parti, on est sur un autre brouillon. Ouais, non, c'était clairement pas ce que j'attendais. J'aurais préféré quelque chose avec, au fur et à mesure d'épisodes, des flashbacks et des révélations assez ouf. On aurait peut-être même pu avoir des révélations qui puissent nous teaser des choses qui peuvent arriver par le futur, c'est-à-dire des plans d'Alpha qu'on connaissait pas encore, je sais pas. C'était simple, voilà, on a justifié le truc le plus simplement possible, crédible ou pas, on s'en fout, voilà, au moins on a justifié le truc, comme ça vous ne posez plus de questions les fans, et puis voilà. Et du coup, ouais, j'ai un problème avec ça. Du coup, Dante, il fallait en faire quelque chose. Dante, on n'allait pas tomber dans cette quête de rédemption, etc. Il fallait à un moment donné clore le problème, donc il fallait le tuer. Ce que j'ai bien aimé, et là pour le coup, les dialogues sont toujours très intéressants dans The Walking Dead, c'est le fait que Dante se dise, ouais, bah, moi j'ai vu l'exemple de Negan, on s'est posé la question s'il allait avoir un procès et tout, et Dante ayant vécu 4 mois, parce que ça aussi c'est intéressant, on apprend qu'il a vécu 4 mois parmi tout le monde, qu'il s'est très bien intégré, etc., qui sait très bien que normalement, voilà, on prône la justice, etc., tout le monde a droit à un procès, tout le monde a le droit de se défendre, etc., etc., donc on lui donnerait le droit de parole. Et Gabriel est un peu mauvaise par rapport à ça, parce qu'effectivement, on apprend qu'il était, Siddiq était comme un frère pour lui, je trouve ça, alors c'est totalement crédible par le fait qu'effectivement, on a un time jump et on sait pas ce qui s'est passé, mais on peut pas tout justifier par, il y a un time jump, on sait pas ce qui s'est passé, ça se trouve tout le monde se kiffe de ouf. Peut-être qu'il aurait été intéressant d'amener plus de scènes entre Gabriel et Siddiq pour justifier qu'ils étaient aussi proches, parce que à part le fait que ce soit le père de la fille de sa petite amie, j'ai pas vu spécialement Gabriel et Siddiq super proches. Je veux dire, je me doute bien qu'ils s'entendent bien, parce que sinon ce serait très compliqué dans ce couple-là, mais je veux dire, genre, je l'aimais comme un frère. Du coup, ce qui rend le moment où il le tue un petit peu compliqué. Déjà, si j'avais pas été spoilé, je pense que je l'aurais pas vu venir, justement, par rapport à ça. Il y a que le moment où il ouvre la cellule, on se dit, bon, là, ok, il y a Trafalgar, et forcément, il va se passer un délire. Non seulement il le tue, alors que bon, c'est plutôt le mec mesuré quand même de la communauté, oui, le conseil, etc. Voilà, on suit les règles, on réfléchit tous ensemble. Même il a quand même un peu engueulé Carole parce qu'elle a pris une décision toute seule, elle a fait son truc dans son coin, et voilà, donc c'est pas le genre normalement à faire ce genre de choses, encore moins s'acharner, en plus en tant qu'homme d'église, etc. Voilà, le poignarder à mort comme pas possible. Il y a plusieurs, je pense, choses qui passent par la tête de Gabriel. Il y a non seulement le fait qu'il y a une fille qui vivra sans son père, d'ailleurs il remet beaucoup la notion de famille, voilà, c'est pour lui tout ça, c'est toutes ces personnes, Alexandria c'est sa famille, Elsie qui faisait partie de sa famille, Rosita fait partie de sa famille, Coco fait partie de sa famille, donc déjà on a touché à sa famille. D'autre part, ça fait de la peine à Rosita, elle aura du mal à s'en remettre, en plus elle se met en danger, etc. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd quand elle a exprimé tout ça, mais il était tellement dans des émotions très compliquées que c'était difficile d'entendre ce qui se passait autour de lui. Et qui plus est, il s'est fait tromper. Ouais, Dante a été tellement rusé
qu'il a réussi quand même à le berner. On est sur tout un tas d'émotions qui conduisent à ce moment-là, un déchaînement de haine telle une lucidation. Le Gabriel que l'on connaissait est peut-être un peu derrière, et on est peut-être justement sur un personnage qui va devenir un peu plus... qui va être un peu plus sur le devant de la scène, qui va faire peut-être qui va prendre des décisions peut-être un petit peu plus radicales. Je pense que justement ce passage chuchoteur peut être le moment où ils vont remettre en question tout ce que pense Eric, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une justice, etc. Et on tue pas les gens, on les emprisonne, machin, enfin voilà, tout ce que Rick pensait, tout ce que Carl pensait, etc. peut être remis en question justement par la cause chuchoteur, et ça peut être très intéressant. Mais voilà, au moins on a mis Gabriel sur le devant de la scène. J'ai trouvé la scène en tout cas intéressante, en soi la scène où il le tue, et justement quand il dit que t'as au moins un fils, etc. Enfin tu nous as tellement menti, tu t'es intégré et tout. Même Aaron qui avait dit avant, oui mais il a soigné ma fille et tout, enfin c'est n'importe quoi, enfin c'est vraiment le mec qui s'est trop bien intégré. Du coup ce qui rend toujours aussi compliqué, je le maintiens, c'est toujours aussi compliqué pour moi d'admettre que Dante fait partie des chuchoteurs, et notamment par le fait qu'il y ait plusieurs choses qui sont contradictoires, notamment première chose, effectivement il tue Siddiq et tout, il vérifie s'il est mort, et il lui ferme les yeux. Vraiment dans un geste de respect et tout, quand on ferme les yeux à quelqu'un qui est mort, c'est qu'on a un minimum de respect pour la personne, et en plus de ça, il était prêt à l'éliminer, à éliminer le rôdeur, oui, alors de toute façon il avait pas trop le choix, parce qu'effectivement ça aurait été compliqué par rapport à Rosita et tout ça, enfin même pour lui ça aurait été dangereux, mais je pense qu'aussi il y avait le fait qu'il avait du respect pour lui, et du coup il préférait plutôt l'arrêter. Donc déjà en termes de chuchoteur c'est un peu compliqué. Puis même quand Gabriel lui dit oui, il y a quand même une fille qui grandira sans son père, on voit Dante qui baisse ses yeux, qui est triste, et même il dit il aimait bien Siddiq. Donc je comprends pas en fait ce qu'ils ont voulu faire par là. Pourquoi vouloir mettre de la nuance dans un personnage qui finalement tient toujours le même discours de chuchoteur, qui plus est il n'est pas resté longtemps chez les chuchoteurs, donc comment le lavage de cerveau il a pu être aussi efficace en si peu de temps, parce que la timeline de la saison 9, enfin voilà, enfin à partir du moment où il y a le time jump, ça se passe très très vite, il se passe pas énormément de temps, donc à partir du moment où Lydia est partie, que Dante est arrivé et que Dante rejoint ensuite les communautés, il se passe pas énormément de temps, donc le lavage de cerveau il est dingue en si peu de temps en fait. Je comprends pas, et le fait qu'elle arrive à le tenir par l'affect et tout, en disant tu auras une place auprès de moi une fois que tu auras réussi à faire ceci cela, je suis désolée mais quand ça fait peu de temps qu'il est là, c'est pas crédible, et en plus on nous fait pas comprendre que le mec il pensait peut-être ça avant les chuchoteurs, etc. Enfin dans tous les cas je trouve que la justification en elle-même, même si les faits sont là, je la trouve toujours pas crédible malheureusement, donc ce qui fait que ouais c'est compliqué. En fait il s'est passé un truc dans ma tête, je crois que j'arrive pas, mon cerveau arrive pas à intégrer qu'il soit méchant jusqu'au bout du truc, j'arrivais pas à intégrer ça en fait, c'était problématique, et aussi parce que le jeu d'acteur était trop différent par rapport à celui d'avant, c'est-à-dire que limite avant il faisait plus méchant qu'après, enfin je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais il y a eu un gros blocage sur le personnage de Dante, il y a eu un gros blocage sur le fait qu'il soit un chuchoteur, ça s'est pas passé, clairement dans ma tête c'est pas passé. Donc concernant la scène où Rosita prend un peu Dante sur le fait, pas exactement, mais voilà, bon, j'ai trouvé la scène assez sympa parce qu'effectivement ça permet de mettre Rosita un petit peu plus badass. Je pense que du coup on a l'impression qu'elle va revenir un petit peu sur le devant de la scène, on va la repousser en avant, notamment parce qu'il y a le départ de Michonne, qu'en termes de personnages féminins, à part Carole, voilà, enfin les autres, voilà, les personnages du groupe de Magna par exemple, ils en font pas grand chose, donc ça va être un petit peu difficile, et donc il faut que Rosita revienne sur le devant de la scène. Je sais pas s'ils vont réussir à le faire correctement. En tout cas j'ai bien aimé son petit coup de genou badass, etc. et tout, puis là elle accuse le coup, et le truc qu'elle dise oui, je ne veux pas mourir, etc. Pour ma fille, est-ce que ça tease qu'elle va mourir? Peut-être. Est-ce que ça va plutôt teaser le fait qu'elle va être complètement badass et qu'elle va tout faire pour survivre et qu'elle va peut-être s'impliquer beaucoup plus à l'extérieur, etc. C'est possible aussi. Concernant la justification de Dante, alors effectivement on apprend pas mal de choses, on apprend bon déjà qu'il a saboté l'eau, on sait comment il a fait, effectivement je comprends mieux maintenant que je vois ça comme ça, parce que moi j'avais rien capté, j'avais pas compris comment il avait saboté ça, enfin je sais pas, ils avaient tourné le truc, le Vitonio, je sais pas comment ça, voilà, là du coup j'ai compris, voilà, c'était clair, limpide. Il a tué Cheryl, donc la vieille dame qui était malade, qui avait la gastro. Du coup bah je l'attendais pas, ça je l'ai pas vu venir. C'est vrai que je me suis posé la question en l'espace d'un instant, c'est vrai qu'on voit même pas la scène où elle est morte, c'est tac, direct elle est enterrée, mais bon, bah comme forcément à ce moment là je pensais pas dans Dante espion, j'ai pas pensé qu'il ait pu la tuer. Si j'avais pensé dans Dante espion, effectivement je me serais dit oui, il l'a achevé, ça coulait de source. Et effectivement les révélations par rapport au fait que par exemple c'est lui qui a écrit tous les trucs de propagande et tout ça, donc il y a vraiment un truc que personne l'a vu faire, c'est ouf quand même, le mec il a tagué tout un tas d'endroits, quasiment tout Alexandria, il y a personne qui l'a vu, c'est ouf. Et qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Vous vous couchez à 19h30? Donc oui, le plan c'était vraiment de ronger Alexandria par l'intérieur, de mener à une paranoïa, à tout un tas de problèmes effectivement, et Dante était totalement confiant, totalement voilà, à fond dedans, fait très bien sa mission. C'est très 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 compliqué, ça va être, je pense que jamais ça passera, très honnêtement. Et donc nous avons l'enterrement de Siddiq. J'aime bien justement la phrase de Gabriel qui a été utilisée, qui est certainement peut-être utilisée
disait tout le temps enterrement, j'en sais rien, je connais pas, je sais pas comment ça se passe suivant les religions, etc. Le fait qu'ils disent laissez-moi en vie si vous le voulez, mais prenez ma vie si vous pensez que c'est mieux. Et effectivement, c'est intéressant parce que Siddiq est arrivé à un tel mal-être, était tellement dans un état psychologique désastreux, que finalement la mort arrivait peut-être comme une certaine libération. Le problème, c'est qu'on avait quand même de l'espoir qu'il aille mieux et tout ça, on s'est dit que ce serait possible, et puis Rosita serait là pour l'accompagner, etc. Mais d'un autre côté, il était peut-être à un point de non-retour, et effectivement, peut-être que la mort était peut-être à ce moment-là la meilleure solution pour lui, entre guillemets, hein. Évidemment, je ne cautionne pas, etc. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un moment donné où voilà, le personnage, dans un monde tel que celui-ci, avec tout ce qu'il a sur la conscience, etc. En plus avec la révélation de Dante, plus tout ce qu'il a vu, peut-être qu'effectivement c'était une certaine libération. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Il y a plusieurs personnages donc qui sont venus le voir. J'étais un peu méchante dans la vidéo réaction, je fais comme ça, je fais oui, 3 personnages qu'il aimait bien, voilà, qui sont venus, bon voilà. Mais Eugène est affecté, il y avait quand même une espèce de connivence, il y avait une espèce de complicité quand même entre les deux, ils s'entendaient bien. Ézéchiel qui est venu, Ézéchiel qui voit un enterrement, c'est très compliqué dans l'état psychologique où il est, dans le sens où déjà il sait qu'il va bientôt mourir. Il est en train de se dire, je pense, c'est bientôt mon tour, c'est-à-dire que tous ces gens-là vont être réunis autour de moi pour dire peut-être les mêmes mots, etc. C'est compliqué déjà de vivre ça, d'autant plus que Siddiq, comme il dit, le pensait éternel dans le sens où il pensait qu'il allait lui survivre, il pensait qu'il allait vivre plus longtemps que lui. Donc se dire que même lui, en étant malade, en mourant d'une longue maladie et tout, il y a quand même tout un tas de gens qui peuvent mourir avant et il peut pas faire grand chose forcément parce qu'il est pas non plus en état physique de faire quoi que ce soit. C'est tout un tas de constats qui passent par sa tête. C'est-à-dire c'est intéressant qu'ils aient fait interagir Siddiq et Ézéchiel quelques épisodes avant, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous voyez des personnages ensemble qui d'habitude n'interagissent pas ensemble. Ça peut être un indice pour ce qui va se passer par la suite, et notamment c'était intéressant parce que justement à la colline, Siddiq n'avait pas de problème psychologique puisqu'effectivement Dante n'était pas sous son nez, donc ça se passait très bien. Donc par rapport à ça, c'était assez malin. Ézéchiel qui encore une fois n'aura pas le courage de dire à Carole qu'il est malade. Et quand elle lui demande est-ce que ça va, il répond pas. La seule personne qui était au courant de ce secret, ça reste Siddiq. En tout cas, Carole qui n'a pas le temps parce qu'elle a que le temps pour la vengeance, elle n'a le temps de rien d'autre, et donc elle laisse Ézéchiel à son sort. Voilà, en tout cas, si on voit Ézéchiel énormément dans un épisode, je pense que vous savez très bien ce qui va se passer très vite. Voilà, et un focus sur Ézéchiel et hop, au revoir Ézéchiel, merci. Et comme je disais dans ma vidéo réaction, on arrive à un point de la série, on est vers la fin de la série puisque les rumeurs disent saison 12 et de toute façon toutes les interviews concordent dans ce sens. Et pour le coup, plus on avance dans la série et plus les morts commencent à être compliquées. Parlons du groupe de Daryl, Carole, etc. Donc Carole n'a pas le temps pour Ézéchiel, la vengeance. D'ailleurs c'était... je l'ai vu venir le truc de elle chiale et tout, elle dit à Daryl oui je ne sais pas comment faire pour parler, etc. Et au final elle va nous faire un coup de Trafalgar. Il faut pas que ça se reproduise 36 000 fois parce que ça fait beaucoup pour le personnage de Carole. N'en faites pas un personnage qui va à nouveau nous énerver parce que déjà bon elle nous tape sur les nerfs, mais bon c'est fait exprès, mais je veux pas d'une espèce de, pas un running gag, mais vraiment un truc qui se reproduise, qui soit redondant à mort, et à chaque fois elle fasse oui je fais de mon mieux blablabla, puis après elle recommence à faire de la merde. J'ose espérer qu'elle va retenir la leçon, et de toute façon je pense que ce sera le cas parce qu'il y a des gens qui vont mourir. Et se pose la question justement de comment le personnage va pouvoir se relever de tout ça, parce que elle a perdu Henry, elle va perdre Ézéchiel, certainement des gens vont mourir à cause d'elle, puisque comme je disais, si c'est pas le cas, c'est un scandale. Donc comment le personnage va réussir après tout ça, sachant qu'elle a perdu tout un tas de gens, qu'elle a pas passé assez de temps avec Ézéchiel, qu'elle a mené certainement des gens à leur mort, comment elle va faire pour s'en remettre? Il va falloir une grosse remise en question. Qu'est-ce que ça peut donner pour le personnage? Surtout, qu'est-ce qu'on va faire de ce personnage qu'on n'a pas déjà fait avant? C'est là où j'attends vraiment la série au tournant, j'attends vraiment Angela Kang au tournant, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de Carole qui n'a pas déjà été fait, qui va pas encore nous saouler, qu'on retombe pas dans une espèce de montagne russe. Là il faut le développer le personnage et le passer à un niveau au-dessus, sinon ça va être très compliqué de nous tenir avec Daryl et Carole pour encore 2 saisons après la saison 10. Ça va être très difficile. On a effectivement tout ce truc avec Gamma qui doit dire où est la Horde. Je pense que Gamma n'a pas menti, il y avait vraiment la Horde à cet endroit-là, mais peut-être que justement comme elle est tout le temps partie en mission et tout, peut-être qu'elle ne savait pas le dernier endroit où se trouvait la Horde et qu'Alpha a changé ses plans. Je pense qu'elle n'est vraiment pas dans une démarche négative de la part de Gamma. D'ailleurs, Aaron a toutefois en elle, et je pense qu'il a raison d'avoir foi en elle pour le coup. Mais Carole, elle, voilà, c'est le plan, on s'en fout, le plan c'est One Again Beast to Fly, voilà, on s'en fiche, et elle, ce qu'elle veut faire, c'est tout simplement buter la péripatéticienne de service qui est Alpha. Donc le truc, c'est assez marrant parce qu'on a vraiment l'impression, et là c'est peut-être là où ils m'ont perdu, enfin ils m'ont perdu peut-être avant déjà, mais là ils m'ont perdu pour la fin de l'épisode, et là j'étais
voilà quoi, genre vous pouvez pas quoi, genre c'est Carole, elle a un bête de détecteur à alpha, je veux dire elles sont peut-être âmes sœurs, elles sont peut-être liées par je sais pas le cosmos, je sais pas, enfin il y a un truc qui est de l'ordre du paranormal, mais toutes les deux elles sont liées, c'est-à-dire qu'elle elle a un espèce de détecteur à alpha, c'est ouf quoi, je veux dire, elle arrive à sentir qu'elle est pas loin quoi, je comprends pas, ça fait 2 fois où vous faites le coup, ça fait 2 fois elle regarde, voilà il y a alpha, 2 fois, comme par hasard alpha est toujours dans cet endroit-là toute seule. Alors autant effectivement on sent qu'ils sont surveillés et tout, donc certainement qu'Alpha les surveille, quoi qu'on peut se demander si ce serait pas quelqu'un d'autre, ça pourrait très bien être Gamma, ça pourrait être Negan, ça pourrait être Lydia, ça pourrait être n'importe qui, mais comme par hasard, Carole tombe toujours sur Alpha, c'est juste ouf quoi, ça fait 2 fois que vous nous faites le coup. La première fois était pas utile, mais à la limite ça teasait vraiment cette rivalité, cette haine qu'il y avait entre ces deux personnages, et notamment Carole qui a vraiment envie de la tuer. Autant la deuxième fois, c'était vraiment simple. Alors il fallait faire quoi? Il fallait faire un guet-apens, il fallait qu'ils trouvent la horde, etc. Comment on fait ça? Donc Carole voit Alpha au loin et lui court après. Et donc j'ai mis sur Twitter un lien d'une vidéo qui a été mise sur Reddit où effectivement ils ont mis la scène en accéléré avec la musique de Benny Hill. Mais je vous jure que dans ma tête c'était tellement ça, parce qu'en fait c'est d'un ridicule pas possible. C'est vraiment n'importe quoi. Ça a aucun sens ce qui se passe. Ça a autant de sens que la congolexicomatisation du marché. Ça n'a pas de sens. C'est stupide de faire quelque chose comme ça. On sait déjà qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. À quel moment tu te dis ouais je vais suivre la méchante. En plus je pourrais lui tirer une flèche de loin parce que Carole a l'air d'être quand même assez douée en tout cas. Elle a quand même un minimum de skill en arc, donc pourquoi elle ne pas l'avoir tué directement de loin? Alors oui, peut-être que Daryl elle avait interdit avant, mais je crois pas que Daryl est plus autorisé qu'elle lui court après et pour la suivre dans un guet-apens quoi. Enfin ça n'a aucun sens. Enfin bon bref. Donc elle fait encore une fois un truc stupide, une fois n'est pas coutume, voilà. On enchaîne, tout le monde suit et tout le monde va droit dans un guet-apens. Mais déjà la façon dont c'est filmé, c'est n'importe quoi. Déjà Alpha elle court pas. Enfin bon, encore on peut expliquer le fait qu'elle court pas très vite parce que même on la voit s'arrêter et tout, elle veut vraiment que Carole et les autres la suivent. Donc déjà pour le téléspectateur, il n'y a pas de suspense parce qu'on sait déjà que c'est un bête de piège quoi. Je veux dire, ça peut pas finir autrement que ce soit un guet-apens. Il n'y a pas moyen autrement. On sait que c'est la fin de l'épisode, on sait qu'on est à la fin du mid-season finale. Vous savez qu'il y a derrière, il y a un truc qui va arriver. On sait que c'est la horde, on sait comment. Enfin voilà, on sait le truc quoi. C'est même plus. À ce moment-là, on peut arrêter l'épisode, on sait déjà ce qui se passe. Grosso modo, mis à part qu'on sait pas à quel point ils sont bloqués dans un endroit et tout, mais on sait qu'ils vont être dans le mal à la fin de l'épisode, c'est sûr. Mais la façon dont c'est filmé, alors on voit le Daryl galérer et tout à monter, Carole en train de galérer, mais elle court comme une vieille. Enfin, je veux dire, mais ok, elle est pas jeune, mais on dirait même pas qu'elle est dedans quoi pour courir, à part derrière un Magna et tout qui court de ouf, mais Magna et tout il aurait rattrapé en 2 secondes en fait. Donc c'est en termes de distance, c'est trop bizarre parce que du coup Carole elle court très lentement, mais les autres elles ont 30 000 fois le temps de la rattraper, mais pourtant elles sont toutes derrière. Enfin, je comprends pas. Voilà, c'est mal filmé. En plus on a l'impression waouh c'est une scène d'action de ouf, mais en fait non. Je veux dire, c'est vraiment la course d'orientation quand t'es au collège en 5ème. Je veux dire, c'est pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas plus intéressant que ça. C'est pas mieux filmé. C'est vraiment une scène ratée. Et pour le coup c'est ce qui fait que pour moi l'épisode bascule dans l'épisode moyen. Ça aurait pu être un épisode correct, mais pour le coup je trouve que c'est vraiment moyen quoi. Enfin parce que la fin est complètement ratée, parce qu'à la fin c'est non quoi. C'est no way. Du coup, ils arrivent donc dans ce guet-apens. Effectivement, Daryl qui arrive comme ça, on se demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'attend, qui veut l'égorger ou quoi. En plus, le problème étant qu'on sait très bien, et parce qu'ils spoilent, parce qu'ils arrêtent pas de parler des contrats et tout ça, parce qu'ils en disent trop, on sait très bien que Daryl, Carole, c'est totalement immunité, quoi. Totem d'immunité, voilà, le collier, le tout. On sait que jusqu'à la fin de la série, ils sont là et ils risquent rien. Donc Daryl qui avance et tout, on dit bon bah il y a un guet-apens, il va savoir où sont les autres et les autres sont pris dans un guet-apens, voilà tout simplement Daryl ne peut pas mourir, donc pas de suspense par rapport à ça. Et donc il se retrouve face à la grosse horde de rôdeurs, ça à la limite si on s'y attend, je veux dire ouais c'était un peu tout le truc de savoir où était la horde de rôdeurs, donc on dit c'est un guet-apens etc. Là. Alors le petit moment Tomb Raider, bon j'ai apprécié, je me suis dit ça peut être sympa, l'environnement en soi est intéressant, le fait que ce soit une grotte comme ça, tout un tas de rôdeurs et tout, alors je me dis peut-être ils peuvent essayer de sauter sur les pierres, mais qu'il y en a un qui peut tomber. Pour le coup ils ont choisi dans le lot des personnages, oui il y a marqué sur le fond, je vais crever au prochain épisode, et si je crève pas, c'est que c'est un épisode de merde. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc passons maintenant à la partie Mission, la partie Mission et Virgile. Donc, alors ce qui m'a intéressé, ce qui est le plus intéressant finalement pour moi dans toute cette partie, c'est quand Judith parle justement du fait qu'elle écrive tout ce qui se passe et tout pour le futur. Alors ça, je peux pas trop vous en parler parce qu'effectivement, c'est lié aux comics, mais ceux qui ont lu le comics savent très bien de quoi je parle, mais on en parlera justement très bientôt parce que cette phrase est très importante. Et donc nous avons toute la scène de la bibliothèque. La bibliothèque,
on se doute bien. De toute façon, après, le truc, c'est qu'aussi, moi, j'ai vu les trailers, voilà, je savais qu'il y avait le personnage qui allait arriver, en ayant vu le trailer, etc. Donc voilà, en termes de suspense, ça n'avait pas pis. Qui dit nouvel endroit dans lequel ils vont aller, dit soit il y a plein de rôdeurs et ça va être la merde, mais bon, soit on s'en fout parce que de toute façon, Michonne peut pas crever. À la limite, Luke, on aurait peur, mais franchement, à la limite, bon... Ouais, je l'aime bien, mais vite fait, quoi. Enfin, ça passe, mais voilà. Le seul truc qu'on peut se dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui crèche là-dedans. Donc, suspense, 0. Michonne apprend pour Siddiq. Je m'attendais peut-être à un espèce de moment d'émotion quand même par rapport au fait qu'elle ait perdu Siddiq, parce que Siddiq, elle avait l'air, pour le coup, beaucoup plus proche que Gabriel et lui-même. Donc, peut-être que j'aurais vu quelque chose. Mais en fait, tout ce que j'ai compris au deuxième visionnage, effectivement, c'est que toutes les réactions qu'elle va avoir par la suite découlent du fait qu'elle a quand même mal au cœur. Hein. Enfin, genre, non seulement il y a le truc de la paranoïa et tout ça, parce que, encore une fois, il y a eu tromperie sur la marchandise. Dante s'est fait passer pour quelqu'un de normal, et finalement il était un chuchoteur, donc déjà il y a ça. D'autant plus qu'elle apprenait l'apaisement, etc. et tout, et qu'au final, bon, ça n'a pas empêché qu'il y ait quand même des dégâts, et notamment quelqu'un qu'elle aime bien. Mais je sens ce truc elle est encore plus dans un état émotionnel très compliqué, parce que c'est quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Donc il y a cette histoire avec ce Virgile qui vient de l'île de je sais pas quoi, machin truc. De toute façon, ça on en parlera par la suite, parce que il y a tout un tas de choses à dire par rapport au départ de Michonne et tout. Ce sera pas le sujet de la review parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc ce nouveau personnage qu'on attendait parce qu'on a vu dans le trailer, on se doutait que Michonne allait partir avec, donc ça c'est pas non plus un suspense quand on a vu le trailer. Quand on l'a pas vu, effectivement, c'est intéressant. Maintenant, le personnage arrive comme un cheveu sur la soupe, épisode de mid-season, Michonne part avec, voilà, dans le même épisode, à leur rencontre elle part avec, alors qu'au début elle est super méfiante et tout ça. Bon, ce qui va changer la donne par rapport à ça, pour le coup, encore une fois, je trouve ça un peu simple. Je veux dire, juste le mec, il prononce une phrase qui ressemble à ce que disait Rick, et ça y est, elle décide de partir avec lui. Alors, c'est intéressant parce que ça correspond au personnage de Michonne. Ça l'est pas parce que c'est encore une fois, je trouve un peu facile. Voilà, c'est ok, il sort une phrase, voilà. Peut-être qu'il l'a déjà entendu, d'ailleurs, c'est là où peut-être le twist est intéressant. Là, pour le coup, si vraiment il l'a vraiment vu, ça peut être, la phrase prendra son sens et sera intéressante. Mais là, bon, il a prononcé une phrase comme Rick le dit, mais en même temps, c'est une phrase que n'importe qui aurait pu prononcer. Oui, il y a plus trop de miséricorde par ces jours-ci, enfin il y a plus trop de bonté, etc. Et Michonne, elle se dit oui, ça me fait penser à Rick et tout, et du coup, ok, je pars avec toi, salut, ça va, je laisse ma gamine et je vais quelque part, peut-être que je reviendrai jamais, que je vais crever. C'est tranquillou, ça se passe bien, ça va, ouais, ok, bon, d'accord. Oui, oui. Pourquoi pas l'avoir introduit quelques épisodes avant? Pourquoi? Enfin voilà, là pour le coup, vous me dites, les nouveaux personnages, Michonne part avec, peut-être qu'elle revient plus. On la reverra dans la série. Alors pour le coup, je sais que beaucoup de personnes m'ont dit oui, on la voit dans le trailer, mais évidemment que j'ai pas regardé le trailer avant de regarder l'épisode. Donc je l'ai vu et j'ai lu les interviews, etc. Donc effectivement, on verra en tout cas le début du voyage de Virgile et Michonne. Donc on verra quand même ce qui se passe un minimum. Donc on la reverra effectivement, mais est-ce qu'on la reverra parmi les siens? Ça semble une question à se poser parce qu'effectivement on a quand même un petit peu quelques adieux, etc. C'est délicat, mais de toute façon on en reparlera dans une autre vidéo qui sera complètement le sujet. Ce nouveau personnage est intéressant par rapport à certaines choses. Il manquait du temps par rapport à cette partie Michonne Virgile en fait. Peut-être que le truc de la bibliothèque ça durait un petit peu trop longtemps, qu'il y a eu du blabla un peu trop longtemps et qu'on aurait peut-être dû un peu plus s'intéresser à ce personnage. Là effectivement on tease un truc dont on a juste une petite introduction, mais est-ce que les gens vont vraiment être intéressés par tout ça? Je suis pas sûre que les gens aient vraiment quelque chose à faire de ce qui se passe avec ce Virgile. Je pense qu'ils ont juste envie de savoir à quel moment Michonne rejoint les films et à quel moment on est sûr qu'elle soit plus dans la série, mais en soi, voilà. Et je voulais revenir juste sur un truc, c'est le fait que j'ai bien aimé la Michonne à Oceanside qui fait très Amazon pour le coup. J'ai trouvé que c'était bien fait avec des nanas d'Oceanside et tout. On était complètement sur la Michonne Amazon, voilà, la communauté de femmes fortes et tout. Michonne et ses punchlines, Judith qui a beaucoup de caractère et j'espère vraiment, parce que de toute façon ils ont prévu tout un tas de spin-off, etc. J'espère vraiment qu'on prévoit quelque chose avec Judith parce que Judith, si elle garde ce caractère là, ça va être un personnage qui va être très 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 intéressant. Donc au niveau de la partie Oceanside, je trouve trop courte, je trouve qu'on aurait pu teaser encore mieux les choses, mais il y avait quand même un truc qui était intéressant, c'est le fait que Michonne dit ta famille ne sait pas où t'es, elle ne sait même pas si tu vas revenir, et je trouve que c'est malin d'avoir dit cette phrase parce que ça fait écho à deux choses. Ça fait écho au fait que Rick est disparu, mais normalement elle pense qu'il est mort, mais bon, comme elle n'a pas retrouvé le corps, etc., bon, elle se pose
peut-être des questions. Donc déjà, ça peut faire écho à Rick, et ça peut faire surtout écho à elle, si elle ne revient pas parmi les siens. C'est-à-dire, bah oui, ta famille ne sait pas où est-ce que tu es, ne sait même pas si tu vas revenir. Ça fait écho à la fois à Michonne et à la fois à Rick. J'ai trouvé ça intéressant. Donc dommage que ça n'ait pas été assez développé, ces dialogues avec ce personnage, notamment. Plus j'aime bien comment Judith rebondit, comment Michonne commence un petit peu à enlever ses barrières, car elle commence à être humaine. On a beaucoup de peine quand elle repense à Rick, donc on a vraiment envie qu'elle le retrouve. Justement, il y a aussi ce côté-là où il pousse encore plus le côté Michonne n'est pas bien, Rick lui manque énormément, ce qui peut pousser tes spectateurs à vraiment avoir envie qu'elle parte pour le retrouver, quoi. C'est de ce côté-là, c'est plutôt bien fait. Donc, en conclusion, c'est un épisode moyen, c'est pas un bon mid-season, c'est pas du tout ce que j'attendais. Le prochain épisode, j'espère qu'il y aura des gens qui vont mourir parce que sinon ça sera pas un bon épisode, très clairement. En tout cas, le trailer de la prochaine partie de saison est intéressant. De toute façon, on en reparlera très très vite. Il me hype beaucoup. Maintenant, se pose beaucoup de questions sur combien d'épisodes vont se passer les choses. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, on se retrouve très vite pour la suite des vidéos. Donc, effectivement, de toute façon, même s'il y a une pause de mi-saison, vous savez, il y aura quand même des vidéos The Walking Dead. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, on parlera toujours de The Walking Dead. Il y a évidemment aussi des reviews sur Viking. Et on se retrouve pour le live. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!